Eh bien, mesdames, messieurs, je pense que nous sommes désormais en direct sur les réseaux sociaux, ici en présence physique avec le protocole sanitaire en vigueur à l'espace François Mitterrand. Donc bonsoir mesdames, messieurs les élus, bienvenue pour ce second conseil municipal diffusé en direct sur les réseaux. C'est un moment important vis-à-vis de la transparence de la vie publique, la transparence également des conseils municipaux qui sont habituellement publics. Je remercie par ailleurs l'ensemble des services qui ont travaillé pour pouvoir retransmettre ce conseil en direct avec des contraintes techniques assez particulières, mais je pense que cela fonctionne désormais. Un conseil municipal un peu particulier, dédié assez largement à notre budget. Donc vous verrez un peu la photographie du budget de l'année 2020 et puis l'ensemble des projets sur lesquels les élus ont travaillé pour proposer un budget, raisonnable et concerté pour l'année 2021. Alors je vous propose de voir comme d'habitude quelques points d'actualité et notamment un point d'actualité important, ô combien important, qui concerne la campagne de vaccination. Et je vais laisser donc sous la houlette de Marilyn Abrikosov, adjointe au senior, et de nos deux référents santé de la commission CCS que sont Joachim et Maryse Koster pour nous expliquer tout cela. Donc un point sur la campagne de vaccination. Vaccination, donc c'est quand même à la base assez complexe. Donc un maire ne peut pas décider de mener une campagne de vaccination lui-même. La campagne de vaccination, donc la mise en place d'un centre de vaccination, elle est régie par des règles sanitaires précises. Et cette décision, donc, elle est laissée à l'appréciation exclusive du préfet et du directeur de l'agence régionale de santé, l'ARS. Donc, à l'échelle du département, il y a 32 centres de vaccination, dont 10 sur l'arrondissement de Béthune et de Lens. Et par exemple, sur le week-end précédent du 20-21 mars, il y a eu 18 000 injections réalisées. À titre plus local, donc sur le territoire de la Cavalère, donc il y a un méga centre de vaccination donc sur le centre hospitalier de Béthune et de Beuvry, donc qui vaccine tous les jours, donc y compris le week-end. Et il y a une implication de la Cavalère pour un approvisionnement massif de doses pour accélérer la protection des populations les plus fragiles du territoire. Donc cette campagne de vaccination, elle est menée donc par le Centre communal d'action sociale et donc on accompagne donc les publics concernés sous le pilotage donc de Marine Abrikosov. Donc nous sommes deux élus de la commission sociale désignés référents santé, Maryse Koster et moi-même. Donc nous sommes là pour conseiller et accompagner à la prévention de la santé. Donc cette campagne de vaccination, donc on a appelé début mars 82 personnes donc de plus de 75 ans, donc fragiles. On a fait un état des lieux par téléphone et une quarantaine d'entre eux étaient volontaires pour la vaccination. Et Marine Abrikosov donc a contacté et s'est rendue dans les centres de vaccination, donc de Carvin, de Seclin, de Béthune-Beuvry, où on n'a pas réussi à obtenir donc des plages de vaccination, mais elle en a obtenu sur une quarantaine donc de candidatures. Elle a obtenu 22 rendez-vous. Malheureusement, les 22 personnes ont pu être vaccinées, certains pour des raisons privées. Mais on continue à mener cette campagne. Donc on avait pris donc pour eux des rendez-vous sur Doctolib ou directement dans ces centres, comme j'ai dit. Et là, on continue donc en essayant d'accompagner ces personnes. Jusque-là, c'était donc les plus de 75 ans. Là, ce sera bientôt 70 ans. Et en les aidant à trouver un moyen de transport adapté ou en les accompagnant même sur place pour ceux qui sont dépourvus de solutions. Donc là, je voudrais quand même développer un peu. Donc pour l'instant, donc les efforts qu'on a menés, bon, on a eu les résultats qu'on a eus, mais je vais rester positif parce qu'on a on a plusieurs pistes
qui se présentent devant nous. Donc là, par exemple, à partir de mercredi, les CPAM vont contacter les personnes de plus de 75 ans pour leur proposer donc des solutions de vaccination. Et dans un délai de 15 jours à 3 semaines, on va avoir plus de facilité de vaccination, il y aura plus de doses, donc les pharmacies auront plus de doses, et donc ce qui nous permettra de trouver des solutions plus simples, vu que ça sera localement, donc pour accompagner les personnes fragiles, donc là de plus de 70 ans ensuite, chez ces pharmaciens ou médecins généraux ou infirmiers libéraux. Et aussi, on travaille sur une piste de testing, mais pour l'instant, on ne peut pas donner plus de précision. Voilà. Eh bien, merci Joachim pour ces éléments d'information ô combien importants avec l'actualité que nous vivons en ce moment. J'adresse d'ailleurs à ce titre l'ensemble des personnes les plus fragiles, plus vulnérables, d'être bien sûr très prudents. Que le CCAS, plus que jamais, est à leur côté, bien évidemment, aux côtés des plus fragiles, aux côtés de celles et ceux qui n'ont pas la possibilité soit de se rendre dans un centre de vaccination ou de prendre même un rendez-vous. On est à leur écoute. Et bien sûr, celles et ceux que vous connaissez qui seraient en difficulté, n'hésitez pas à nous les signaler auprès, bien sûr, du CCAS. Ça me semble important pour la période dans laquelle nous vivons actuellement. Merci pour ces éléments de précision. Un autre sujet, plutôt un point d'information sur la phase Est de la ZAC Pasteur, qui est désormais complètement terminée. L'ensemble des logements ont été attribués. Il y a encore quelques reprises de travaux qui doivent être effectuées par l'aménageur, Territoire 62. Et puis donc, on a l'ensemble, je l'ai dit, des logements qui sont désormais attribués. Sur la phase ouest que vous avez ici dans le diaporama, donc une phase ouest qui est déjà bien entamée, avec du locatif social qui sort progressivement de terre, bien évidemment, et puis un futur béguinage qui devrait démarrer au cours de l'année 2021. Ce sera donc le 3e béguinage dans la commune, puisqu'il y a une forte demande pour ce type de logements qui sont des logements adaptés pour les seniors et les personnes en situation de handicap. Je rappellerai simplement que vous avez en bas de la photographie la rue Pierre-Bérégovoy et que vous voyez sur le tracé jaune une jonction, la jonction qui est en gris, qui est une jonction en fait piétonne. Il n'y aura pas du tout d'ouverture de cette rue à la circulation, mais plutôt une liaison douce, une voie qui permettra à l'ensemble des riverains de cette ZAC Pasteur Ouest d'accéder soit au centre-ville ou même à l'école Jean Jaurès qui est juste en face de la rue Pierre-Bérégovoy. Voilà pour ces éléments d'information concernant ces travaux que nous suivons de très près. Concernant la zone industrielle Artois-Flandre, une enquête publique qui va démarrer donc du 18 avril au 21 mai, qui concerne l'implantation d'un bâtiment Bilsdero-Mazuro, qui va se situer juste en face de Vaned, juste en face même de Carrefour Logistique, qui est déjà bien implanté sur notre zone industrielle, et qui va venir en fait s'implanter juste derrière Prismian, juste derrière la butte, la nouvelle voirie départementale, pour laquelle il y aura encore une nouvelle butte paysagère qui, à terme, sera arborée, comme elle l'est déjà bien engagée, pour accueillir ce bâtiment Bilsdero-Mazuro, qui sera essentiellement dédié à la logistique, notamment pour du stockage de produits alimentaires. Voilà pour les éléments d'information concernant notre zone d'activité qui est gérée, je le rappelle, par le CISIAF qui en est l'aménageur principal. Au niveau de la route dentée, qu'on appelle plus communément rue Follier également, je vais peut-être laisser Jean-Luc nous faire un point d'étape pour rassurer et pour donner quelques éléments de précision sur l'avancement de ces travaux. Alors, une information toute fraîche de la mairie d'Antée qui a signalé que cette route va enfin ouvrir le 1er avril. Voilà, donc c'est jeudi. J'espère que ce ne sera pas un poisson d'avril. Mais enfin, c'est les infos qu'on a eues de la mairie d'Antée. Donc ça va repartir. Ça ira beaucoup mieux pour se rendre, pour les gens qui se rendent et qui viennent de Lille, évidemment. Ça évitera la grosse déviation.
Au niveau de Hanté, ce sera interdit aux poids lourds et beaucoup de zones 30 et tout le village en priorité à droite. Alors attention, soyez prudents. Et nous, également, on va faire les travaux normalement en juillet dans la rue de Follier, les aménagements pour améliorer, pour enlever toutes ces balises blanches qui ne sont pas très jolies. On attend le feu vert du département. Normalement, en juillet, ça devrait être bon. Et la rue Follier, la rue du 8 mai seront également interdites aux poids lourds, sauf bien sûr dessertes locales et engins agricoles, évidemment. Voilà. Voilà. Donc, jeudi, vous pouvez y aller en respectant bien sûr les limitations de vitesse. Eh bien, merci pour ces éléments de précision. Je pense que ça va arranger certains de nos riverains qui empruntent fréquemment cette route pour se rendre vers leur activité professionnelle. C'est vrai que nous aurions espéré pouvoir être en phase avec ces travaux au niveau de la ville d'Hanté. On a eu plusieurs éléments de consultation. D'abord, la consultation citoyenne. On a fait plusieurs réunions avec les riverains de la rue Follier pour les consulter sur le projet. On a consulté la Chambre d'agriculture. On a également consulté le département qui doit donner son feu vert pour que ces travaux puissent se faire, puisque c'est une route, je le rappelle, départementale. Ce n'est pas une voirie communale. Donc le temps administratif, c'est un temps qui est parfois long, et en plus avec une avance sur les travaux qui sont initiés à Hanté. Et donc on va essayer de phaser ça pour le mois de juillet, au moment où il y a un peu moins de circulation, puisqu'on sera en période de vacances scolaires notamment. Voilà. Mais ces travaux sont toujours projetés pour l'année 2021. N'en ayez pas de doute. Voilà. Eh bien, après ces éléments d'information, je vous propose donc d'entamer notre séance de conseil municipal. On essaiera de prendre quelques questions de nos internautes, si le temps le permet. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, par écrit, poser quelques questions. On essaiera d'en sélectionner quelques-unes pour pouvoir, encore une fois, vous donner des éléments de précision auxquels nous n'aurions pas pensé. Quelques procurations. Alors, Madame Sillon à Monsieur Gruchala, Madame Dujardin à Madame Rogez, Monsieur Leroux à Monsieur Queva, Madame Trinel à Monsieur Queva également, Monsieur Lecoq à Monsieur Tartare et Monsieur Dambrun à Monsieur Gousmet. Je vous propose donc de désigner des secrétaires de séance. Je proposais donc la candidature d'Aurélie Wallet. Pas de problème. Et d'habitude, on a notre ami Christophe qui est volontaire, mais il est absent, excusez. Je propose la candidature de Rémi Queva. Voilà. Pas de problème pour ces désignations de secrétaires. Eh bien, je vous remercie. Le procès-verbal de notre dernière séance du 4 février 2021 que vous avez eu dans les annexes, que vous avez pu lire et relire. Y a-t-il des remarques particulières pour ce procès-verbal ? Eh bien, je vous remercie. L'ordre du jour, vous l'avez donc ici sous les yeux, avec sans doute, vous le verrez, un petit changement d'ordre pour des éléments complémentaires. Je vous remercie. Et on va tout de suite démarrer par une motion suite aux dernières annonces sur la fin de la production du moteur EP sur le site PSA Stellantis de Douvrin-Billy-Berclos. Une mauvaise nouvelle pour bien évidemment les salariés de cette entreprise où le moteur prévu initialement en fabrication dans notre usine ici sur le CISIAF qui sera produit en Hongrie. Donc, je vous propose de vous lire cette motion que nous allons prendre dans ce conseil municipal qui a été prise d'ailleurs dans le cadre du CISIAF et une motion qui sera prise dans l'ensemble des communes du territoire puisque l'agglomération Béthune-Bruay proposera également cette motion lors du prochain conseil communautaire. Implantée depuis 1970 sur Douvrin et Billy-Berclos, la Française de mécanique est un fleuron industriel de notre région qui s'est développé pendant plus de 30 ans en comptant jusqu'à 5700 salariés et en produisant plus de 2 millions de moteurs par an en 2003. À partir de 2003, le site de Française de mécanique
est entré dans une phase de décroissance avec la déconstruction de la fonderie, la diminution du nombre de moteurs produits, la réduction des effectifs et la sortie de Renault. En 2015, alors que le site comprenait 3000 salariés, PSA a annoncé un plan de compactage pour rendre plus compétitive cette usine et ainsi éviter sa fermeture. Ainsi, ce plan programmé sur 5 ans a permis de réduire l'emprise du site FM de 140 hectares à 40 hectares, de réduire la capacité de moteur de 2 millions à 1 million, de concentrer la production de 3 moteurs sur 2 bâtiments parmi les 8 bâtiments existants, d'acter le retrait de Renault de 2016 avec une fin programmée du dernier moteur en 2019, de réduire par 2 les effectifs afin d'atteindre 1500 salariés en 2020. À ce jour, le site de PSA Douvrin compte 1400 salariés et produit 3 moteurs, EP, EB Turbo, PureTech DVR. La production du moteur diesel DVR doit s'arrêter en juin 2022. Le 25 février 2021, le directeur du site de PSA Douvrin a annoncé aux salariés que les investissements prévus initialement à Douvrin sur le moteur hybride EP seront faits sur un site de production en Hongrie et qu'ainsi la production de moteurs hybrides EP s'arrêterait en 2023 à Douvrin. Le seul moteur encore produit à Douvrin serait le moteur OB Turbo, PureTech, produit depuis 2013 et qui nécessitera des investissements pour répondre aux nouvelles normes européennes. L'avenir du site PSA Douvrin est fortement menacé dès 2023. Alors que le CISIAF accompagne le groupe PSA depuis 2015 pour compacter leur site de production, en maintenant un site de production sur 40 hectares, grâce notamment, avec l'aide de l'EPF qui a acheté au prix fort 24 hectares de terrain de bâtiments à déconstruire. Alors que le CISIAF travaille depuis plus d'1 an avec PSA pour réaliser un important aménagement public pour desservir au mieux le site compacté de PSA dès 2023, alors que le CISIAF s'est engagé pleinement pour accueillir ACC, qui devrait compenser les 2000 suppressions d'emplois déjà effectives à la FM durant les 15 dernières années, alors que l'État prône la relocalisation des investissements productifs en France et notamment dans le cadre du programme de France Relance, alors que BPI France est actionnaire de PSA et que par l'intermédiaire de cette participation, l'État français participe au capital de PSA. L'annonce nous apporte une grande stupéfaction, de la déception et de la colère. Aucune concertation préalable n'a été faite avec les représentants locaux pour expliquer les décisions de PSA. Nous savons que les emplois créés par ACC ne compenseront pas en 2023 les 1400 emplois de l'AFM. Ainsi, nous demandons que PSA revienne sur sa décision en maintenant les investissements sur le moteur hybride EP à Douvrin en 2023 tel qu'elle l'avait prévu initialement. Que PSA présente de façon explicite l'avenir du site de Douvrin et ses évolutions sur les 5 prochaines années. Voilà, mesdames, messieurs, il nous semblait important, j'allais dire, pour soutenir l'ensemble des salariés qui ont appris, comme nous d'ailleurs, cette mauvaise nouvelle à laquelle nous n'étions pas du tout préparés. Nous serons, nous le rappelons, aux côtés des salariés, des organisations syndicales que l'on rencontre actuellement, eh bien, pour défendre l'avenir de ce fleuron et l'avenir du site, bien sûr, PSA de notre parc industriel Artois-Flandre. Y a-t-il des remarques par rapport à cette motion, des compléments d'information? Vous avez tous lu dans la presse ces éléments de langage. Peut-être Jean-Luc, un point complémentaire? Oui, effectivement, comme nous l'a expliqué un peu Steve, aujourd'hui, le site de Douvrin fait environ 2000 moteurs diesel, 800 3 cylindres et 800 4 cylindres essence. En 2022, les 2000 moteurs diesel disparaissent
et 800 en 2023. Donc il ne restera plus que 800 moteurs à faire. Vous savez, il ne faudra pas beaucoup de monde pour faire ces 800 moteurs. Hein. Et sachant que les derniers 3 cylindres à réaliser, les 800 3 cylindres, sont également faits dans 2 usines dans les pays de l'Est. Donc, à mon avis, ils auront vite fait de transférer cette production. Voilà quoi. C'est vraiment une triste nouvelle, d'autant plus qu'ils sont vachement aidés au niveau investissement du CISIAF concernant les voiries, les aménagements. Mais de toute façon, suite aux mesures gouvernementales qu'il faut réduire le CO2, faire des moteurs électriques, PSA a dit qu'en 2030, il ne ferait plus de moteurs thermiques. Donc, il va falloir s'attendre au pire. Voilà. Et alors, on fait souvent le comparatif avec Bridgestone. Je le lisais récemment dans la presse. Tout n'est pas comparable dans la mesure où pour Bridgestone, il n'y avait pas de projet derrière. C'est-à-dire qu'on a fait une fermeture sèche d'usine sans concertation et que derrière, eh bien, on est seulement en train de négocier la revitalisation du site. Pour PSA, malheureusement, effectivement, la nouvelle est cruelle, mais on sait quand même qu'il y a un projet de production de batteries électriques qui arrive à l'horizon 2023 et qui va déjà revitaliser le site. La meilleure chose à espérer, c'est qu'on ait les 2 sites qui fonctionnent tous les 2 pour pouvoir créer de l'emploi pour un maximum de salariés. Voilà, donc c'est pas tout à fait la comparaison avec Bridgestone n'est pas tout à fait la même. Voilà, je voulais apporter cet élément de précision. Pas d'autres interventions, Alain ? Oui, moi je m'étais réjoui de l'arrivée de l'ACC, hein, donc pour la fabrication des batteries, puisque moi en tant qu'adjoint à l'emploi, je voyais alors non pas peut-être 2400 ou 2500 emplois, mais au moins donc 1500 à 2000 emplois pour le secteur. Et en même temps, alors c'est peut-être difficile à dire, mais heureusement que le CISIAF avec le président Daniel Delcroix et les différents responsables politiques se sont battus pour que ACC donc arrive à Douvrin. Sinon, vous voyez dans quelques années le désastre au niveau emploi qu'on aurait pu malheureusement subir sur la zone. Ce qui est complètement scandaleux, c'est l'absence de concertation, puisque effectivement, comme l'a dit Monsieur le maire, en juin 2020, on annonçait donc au CSE et aux organisations syndicales que le nombre de moteurs allait entre guillemets exploser à la Française de mécanique, PSA, et puis quelques mois, 2-3 mois après, on leur dit finalement il ne va plus vous rester que des miettes, parce que on a tout intérêt, nous, financièrement, à les faire fabriquer dans des pays de l'Est où la main-d'œuvre est moins chère. Donc c'est tout. Merci. Eh bien, merci Alain. Pas d'ajout d'informations sur cette motion. Donc, qui est pour que nous prenions ensemble acte de cette motion? Eh bien, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On va donc passer, si vous le voulez bien, à la question suivante qui concerne donc le chantier école. Et je vais laisser Alain Queva nous expliquer de quoi il s'agit. Oui, donc dans le cadre de la rénovation et de la réhabilitation de l'ancienne école, donc école Poteau, si je ne fais pas d'erreur, derrière la mairie, on va donc la rénover pour y mettre en place 2 belles salles associatives. On fait appel, bien entendu, à des professionnels, des entreprises, avec un architecte. Et dans ce cadre-là, donc, on a également fait appel au département et à une association qui traite de l'insertion professionnelle. Et on a donc bâti ce qu'on appelle un chantier école pendant 1 an. Ce chantier école va permettre à 10 personnes, alors sur les 10 personnes, on va recruter les biliberclosiens en priorité qui sont donc en RSA et également des personnes sans emploi de moins de 26 ans. Mais la priorité sera donnée, en gros, la proportion sur 10 personnes, 8 personnes en RSA et 2 jeunes de moins de 26 ans sans emploi. Alors le coût réel, donc il y a un coût réel
qui est de 210 000 € pour ce chantier école, dans la mesure effectivement, ces jeunes, ces personnes ou ces moins jeunes seront accompagnés, formés sur un plan théorique, formés sur un plan pratique, avec la réalité du terrain. Et la commune donc prend en charge 15%, c'est-à-dire 33 000 €. Et je pense qu'effectivement, donc c'est une bonne action qui a été initiée par Steve Bossard, le maire de la commune, pour pouvoir aider, donc, et j'espère, donc 10 personnes de la commune. Si malheureusement on ne peut pas donc trouver ces 10 biliberclosiens ou biliberclosiennes, on fera appel donc aux communes environnantes. Merci. Très bien, donc chantier qui va débuter dans quelques semaines pour réhabiliter, comme l'a dit Alain, 2 salles associatives qui font aussi partie du patrimoine de Biliberclos. On a ici une ancienne école qui va retrouver une seconde jeunesse, une seconde vie pour le plus grand plaisir des utilisateurs que sont nos associations. Pas de problème pour ce chantier école? Je vous remercie. On va parler maintenant donc de l'éclairage public et je vais laisser donc Alain vous expliquer notre démarche. Alors l'éclairage public, l'extinction plutôt de l'éclairage public entre 23h30 et 4h30 a démarré donc le 7 décembre. Chaque habitant de Biliberclos avait reçu une lettre d'explication. C'est une expérience qui devait s'arrêter le 7 mars, dans la mesure où celle-ci devait être donc suivie d'une concertation citoyenne, autrement dit, demander donc à la population de s'exprimer sur la prolongation de cette extinction, avec donc des aménagements. On avait prévu donc une période de concertation, à savoir donc pendant une semaine du samedi au samedi prochain, avec en plus donc une demi-journée le dimanche matin sur la place de l'école maternelle en même temps que le marché. Malheureusement, les dispositifs sanitaires, et notamment le dernier confinement, entre guillemets, nous amènent encore une fois à reporter cette concertation citoyenne qui, nous espérons, aura lieu donc entre le 25 avril et le 30 avril, avec donc le dimanche matin 26 avril sur le marché de 9h à midi. Donc pas de problème pour que nous poursuivions cette période d'extinction de l'éclairage public. Et bien évidemment, comme l'a rappelé Alain, les citoyens seront consultés pour savoir si oui ou non nous poursuivrons cette démarche dans le temps. Pas de problème particulier? Je vous remercie. On va maintenant prendre une autre motion qui concerne la fermeture, vous l'avez sans doute entendu, la fermeture de la perception. Encore une mauvaise nouvelle concernant la trésorerie de Douvrin, qui est fréquentée, on le sait, par un bon nombre de riverains de notre commune. Et nous allons donc, comme vont le faire plusieurs communes de notre secteur qui sont directement concernées ou impactées, prendre une motion contre cette fermeture. Donc, considérant que le gouvernement prévoit la suppression de 989 trésoreries et centres de finances publiques d'ici à 2022, considérant la fermeture de 27 trésoreries dans le Pas-de-Calais, de la fermeture de la trésorerie de Douvrin, que le maintien des centres de finances publiques constitue un enjeu important pour le soutien aux économies locales et à la cohésion sociale, considérant qu'un accueil physique est indispensable, notamment lors de la période de déclaration des revenus, considérant que les communes de notre territoire entretiennent des échanges quasi quotidiens avec la trésorerie de Douvrin, notamment sur les opérations comptables, telles que la perception des recettes de différentes régies et le versement des avances pour d'autres régies. Que les communes attachées à la trésorerie de Douvrin ne peuvent pas être dévitalisées des services publics de proximité, en particulier comptables et fiscaux, garants de la bonne tenue des comptes publics, considérant que l'accès aux services publics pour tout citoyen constitue un droit fondamental. Considérant qu'il est indispensable de maintenir ces services tant pour les communes que pour les usagers, et que soit respecté le principe d'égalité d'accès aux services publics pour les citoyens sur l'ensemble du territoire. Monsieur le maire rappelle que le directeur des finances publiques envisage de transférer l'activité de la trésorerie de Douvrin
de la trésorerie de Béthune à compter du 1er janvier 2021 pour ce qui concerne les services des impôts, à compter du 1er septembre pour la gestion financière et comptable de l'ensemble des communes. Ces transferts donc vers la trésorerie de Béthune pour les communes de Hannequin, Auchy-les-Mines, Billy-Berclos, Cambrin, Coinchy, Douvrin, Aisne, Noyelles-les-Vermelles et Vermelles. La trésorerie de Douvrin fournit un service de proximité au quotidien auprès de la population de ces communes. L'accès aux services publics pour tout citoyen ne deviendrait plus un droit fondamental. Notre bassin se verrait donc directement pénalisé par cette fermeture qui aurait pour conséquence l'éloignement des services de base à la population au détriment des contribuables et des collectivités territoriales et de divers organismes de ces communes du territoire. La perte d'un service public majeur sur nos communes, alors même que le principe de proximité est au cœur du service public. Cette fermeture constitue un mauvais signal envers les territoires ruraux qui sont oubliés des politiques d'aménagement. Cela amplifie les inégalités territoriales, sociales et économiques de nos populations. Cela risque d'engorger la trésorerie de Béthune. Cela contraint le contribuable à avoir recours à se déplacer toujours plus loin pour accéder aux services de la DDFiP. Ainsi, les habitants des communes rurales et périurbaines se sentent une nouvelle fois abandonnés et délaissés au profit d'une concentration des services publics dans les centres-villes. Le conseil municipal, désireux de préserver le service public de proximité, demande le maintien de la trésorerie de Douvrin en tant que site de proximité financé par l'État et exprime son soutien à l'ensemble du personnel de la trésorerie de Douvrin. Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, la motion que nous souhaitions prendre concernant cette fermeture annoncée également de manière assez brutale. On ne peut qu'hélas déplorer la disparition du service public de proximité, comme cette motion le stipule. On s'est battu il y a quelque temps pour conserver un distributeur automatique de billets dans la commune. On se bat aujourd'hui en concertation avec la Poste pour avoir une agence postale communale qui va voir le jour cette année pour maintenir toujours plus efficacement ces services auprès de nos populations. Eh bien, on va se battre au travers de cette motion, au travers des communes pour le maintien du trésor public de Douvrin, de la perception qui, on le sait, est fréquentée par un bon nombre de personnes et de riverains. Voilà. Y a-t-il des remarques par rapport à cette motion? Alain, un commentaire? Oui, donc encore une fois, donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va nous dire, et c'est un des arguments, le trésor public, maintenant, on peut tout gérer quasiment par la voie numérique. Donc, se déplacer donc, à la perception n'est plus une nécessité, selon donc, les différents gouvernants. Mais ce que les gouvernants ignorent a priori, c'est qu'on a une partie de la population qui, c'est l'appellation d'aujourd'hui, qui est en fracture numérique. Et à votre avis, à qui on va demander d'aider ces personnes, ces habitants? Et puis de toute façon, nous, on ne va pas les laisser tomber aux communes. Voilà. Merci. Donc, qui est pour l'adoption de cette motion contre la fermeture de la perception? Eh bien, c'est donc l'unanimité. Je vous en remercie. Question suivante. On va donc passer à un appel à projet, cette fois concernant le numérique. Et je vais laisser Séverine Rogez nous en parler. Oui, donc le numérique et les appels à projets. Un appel à projet dit socle numérique dans les écoles élémentaires a été lancé. Ce plan s'inscrit dans le plan de relance initié par le gouvernement. Il vise à soutenir l'accompagnement au développement numérique pour l'ensemble des écoles élémentaires en subventionnant l'équipement de la classe à hauteur de 70% de la dépense engagée. Cet appel à projet constitue donc une opportunité pour nos enfants scolarisés dans les écoles par l'acquisition d'équipements mobiles mutualisables sur la base d'un pack de 30 tablettes ou d'ordinateurs ultramobiles. Donc ce plan de relance a été présenté donc par le gouvernement pour faire face donc à l'épidémie de Covid-19. Il comporte un important volet donc dédié à la transformation numérique dans l'enseignement, notamment pour contribuer à porter la généralisation du numérique éducatif et ainsi assurer la continuité pédagogique et administrative. Cet appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires
vise donc à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Cet appel à projet vise donc à soutenir la généralisation du numérique éducatif pour l'ensemble des écoles élémentaires et primaires, c'est-à-dire le cycle 1 et le cycle 2, qui n'auraient pas atteint ce socle numérique. L'aide de l'État est comprise entre 50 et 70% selon la nature de la dépense, c'est le montant engagé par la municipalité. Donc la commune donc, a lancé ses appels à projets sur l'acquisition de 30 tablettes. C'est un appel à projet et donc nous verrons si le dossier sera accepté ou non. Très bien pour ces éléments concernant le numérique. Et vous le savez, hein, depuis quelques années, on équipe progressivement nos écoles, nos classes. Elles sont d'ailleurs entièrement équipées de vidéoprojecteurs interactifs. Ça contribue aussi au développement du numérique dans le cadre scolaire. Là, il s'agit d'un autre appel à projet et je pense que c'est une bonne nouvelle. On est encore, j'allais dire, presque partie prenante à 200% pour ces appels à projet. Y a-t-il des remarques, des contre, des abstentions? Eh bien, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question suivante. On va parler maintenant du marché de plein air et également d'ouverture de postes de direction d'animateur, mais c'est après ça. Ça ne va pas être la bonne diapo. On va parler donc du marché avec Maryse Coster. Vas-y Maryse. Eh bien voilà. Tout d'abord, quelques chiffres. Il y a environ 6000 marchés en France et sur les 897 villes du département, seules 94 communes ont un marché, ce qui fait environ une moyenne de 12%. Donc nous avons eu l'idée avec les membres de la commission commerce et avec Yves Lecoq de lancer ce projet. Sachant que pour réussir, certaines conditions sont nécessaires. Tout d'abord, ce marché ne doit pas faire concurrence aux commerçants locaux, évidemment. Sur ce marché, il doit y avoir des commerces alimentaires. Pour l'instant, nous avons la rôtisserie Séverine, nous avons les fruits et légumes de Jean-Paul et Jonathan, une brasserie artisanale, un fabricant de gaufres artisanales et dès ce dimanche, un food truck se sera installé. Nous travaillons actuellement pour trouver également une poissonnerie, une charcuterie polonaise, une pâtisserie polonaise. Enfin, on y travaille, mais ce n'est pas forcément évident. Nous organiserons également une fois par mois des animations, et cela dès que la situation sanitaire pourra nous le permettre. Il faut également pour ce marché une organisation rigoureuse et respectueuse pour nos commerçants, par la mise en place de barrières de protection, et il faut veiller également au respect des places qui sont accordées aux commerçants sur le marché. Dernier point important, une communication régulière et efficace par des affichages dans Billy-Berclos et dans les villes alentours sera effectuée. Il y aura également des panneaux installés aux 4 entrées de la ville. Cette communication ne pourra évidemment entrer en vigueur qu'après la délibération du conseil municipal de ce soir. Merci Maryse pour ces précisions. Je vais laisser donc Alain Queva apporter des précisions complémentaires sur ce marché. Oui, donc sur la partie plus règlement. Alors tout d'abord, donc le commerçant doit avoir le statut de commerçant ambulant, avec une carte de commerçant ambulant qu'il achète auprès de la CCI. Et ce commerçant ambulant doit être également donc assuré en responsabilité civile professionnelle pour les dommages qu'il pourrait causer aux clients ou éventuellement donc à ses collègues voisins. Par ailleurs, donc ce soir, vous allez donc voter pour donc la mise en place d'un règlement, alors bien entendu du marché, mais par ce biais-là, vous allez donc accepter donc le règlement qu'on vous propose, que vous avez reçu par un arrêté, à savoir ce règlement va donc légiférer sur l'attribution des emplacements, parce qu'effectivement les emplacements vont devoir donc seront fixes. Et tout à l'heure, quand Maryse parlait de respect, c'est bien ça, c'est que le commerçant retrouve son emplacement.
Bon, c'est vrai que Billy-Berclau n'aura pas un marché comme Roubaix ou comme Lille, donc on n'aura pas les batailles d'emplacement, mais quand même. Ensuite, on va également donc gérer les emplacements passagers. Ça veut dire qu'effectivement, on peut avoir un commerçant ambulant qui vient donc une fois de temps en temps parce que c'est un producteur local et qu'il n'a pas toutes les quantités nécessaires pour être là chaque dimanche. Dans ce règlement, les pièces à fournir, je vous l'ai dit, c'est donc sa carte de commerçant ambulant, sa police d'assurance, mais aussi le cabis, pour bien démontrer qu'il est enregistré et qu'il peut donc réaliser des opérations commerciales sur un marché de plein air. Et puis bien entendu, le dernier paragraphe du règlement, c'est la police des emplacements, puisqu'on est obligé effectivement de prévoir comment on gère les emplacements et comment on gère le commerçant qui ne respecte pas ce règlement. Donc voilà donc les grandes lignes du règlement du marché de plein air. Donc une bonne nouvelle pour laquelle on doit délibérer. Des remarques par rapport à ce marché, Sylvain Bocquet? Aujourd'hui, il y a combien d'emplacements disponibles pour les commerçants? Donc aujourd'hui, sur le premier parking, on peut aller jusqu'à 8 emplacements, avec notamment donc 2 commerçants qui ont des stands, des étals assez importants, à savoir donc les légumes de fruits et légumes de Jean-Paul et Jonathan, et puis les dessous de Papsi, donc qui prend effectivement plusieurs mètres. Sinon, si on a des stands, j'allais dire normaux, on peut passer à 10. Mais bon, on a de la marge puisqu'on a après le deuxième parking qui est juste derrière. Mais déjà, si on peut bien remplir le premier parking, on pourra fêter le succès du marché. Avec un développement potentiel par la suite. Par la suite, tout à fait, oui. Donc vous le fréquentez assidûment, vous voyez que c'est un véritable lieu de vie, un lieu d'échange, et puis surtout un soutien à notre commerce local. Et c'est vrai que ce sont des modes qui changent. Ça avait été initié, je me souviens, il y a quelques années, par la personne dont c'était la délégation. C'était malheureusement un échec, mais comme quoi il faut persévérer, il faut avoir de l'audace, aller chercher les commerçants les uns après les autres, les motiver à venir. Et je remercie les conseillers qui se sont engagés sur ce dossier-là de développement de notre commerce local. Et on le voit aujourd'hui, on va l'acter d'ailleurs dans quelques instants, cette délibération concernant ce marché de plein air, véritable lieu de vie. Justement, je voulais remercier les membres de la commission commerce et emploi, et notamment donc Yves, qui ce soir n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons familiales, et Maryse, qui font un excellent travail pour aller effectivement donc rechercher des commerçants ambulants et qui ne font pas concurrence aux commerçants de Billy-Berclau. C'est pas simple. Merci. Pas de problème pour cette délibération. Je vous remercie. On va passer à la question suivante et on va parler cette fois-ci de poules, et notamment de l'aide à l'acquisition de poules. Et c'est Florence Lemâtre qui va vous expliquer tout cela. Donc la municipalité, par la voie de la commission transition énergétique, souhaite développer et favoriser du moins le développement durable dans la commune. La réduction de la production de déchets constitue un des volets importants de cette politique. Donc, il faut savoir qu'en France, un habitant produit 350 kg d'ordures ménagères en moyenne par an, dont 40% de déchets organiques. Et c'est cette part de déchets organiques que nous souhaitons diminuer en proposant à la population d'adopter des poules pondeuses. Donc une poule est un véritable composteur rapide qui est capable d'absorber jusqu'à 75 kg de déchets par an. Donc ce qui correspond à l'adoption de 2 poules pour une famille de 4 personnes, une réduction d'1 tiers du poids de leur poubelle, et qui permettrait aussi d'avoir 80 à 250 œufs chaque année, et lui procurerait surtout un excellent fertilisant pour le jardin. Donc dans la continuité de l'action votée par le conseil municipal instaurant une aide à l'acquisition d'un composteur, il est proposé à l'Assemblée de créer une nouvelle aide
pour les foyers désirant adopter au moins 2 poules. Donc à cet objectif s'ajoute la volonté de contribuer au bien-être animal en proposant des poules pondeuses réformées d'élevage qui auraient dû être envoyées normalement à l'abattoir. Donc pour cela, il y a un partenariat qui va être établi avec l'association Les Ch'tites Cocottes qui propose à l'adoption des poules réformées, moyennant une contribution de 3 € par animal et bien sûr la signature d'une charte de bons soins. Il est donc proposé au conseil municipal de fournir au foyer de Billy-Berclos ne possédant pas de poules avant l'opération et désireux d'en accueillir au moins 2, une poule financée par la municipalité. Donc nous faisons aussi appel aux bonnes volontés qui aiment travailler le bois pour aider les jeunes du CAJ dans la construction de poulaillers partagés à la maison éco-citoyenne, future maison éco-citoyenne, et au biojardin. Voilà. Eh bien, merci Florence pour ces précisions. Donc, une aide, vous l'avez compris, à l'acquisition de poules. Si je résume, c'est vraiment un enjeu de la transition énergétique, de l'écologie et surtout de la réduction de nos déchets, qui sont un véritable fléau qu'il faut gérer, qu'il faut revaloriser. Et donc, ça contribuera sans doute à diminuer de façon drastique nos déchets. Et Florence en parlait, la maison éco-citoyenne, véritable lieu de vie, lieu d'échange de ces principes et de ces procédés, sera tout à fait, à mon sens, adapté pour accueillir ce type de dispositif. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à l'aide pour acquérir des poules? Pas de problème? Eh bien, je vous remercie. On va passer maintenant à la partie budgétaire et on va donc parler avec Alain Quevat du compte de gestion. Alors, le compte de gestion, donc c'est un compte sur chiffre qui est donc contrôlé par le receveur municipal pour vérifier donc s'il est bien en conformité avec donc le compte administratif que je vais donc vous expliquer par la suite. Donc c'est prévu, c'est un article du Code général des collectivités territoriales et donc on vous demande, en tant que membre du conseil municipal, d'approuver ce compte de gestion et vous en aurez donc le détail, bien entendu, par la suite. On continue ? On va passer maintenant donc à l'adoption du compte administratif. On va voter l'ensemble. Je propose aux collègues qu'on puisse passer compte de gestion, compte administratif, dans le cadre d'un seul vote. Vas-y Alain. Alors, le compte donc administratif permet de contrôler la gestion de la commune, de vérifier que les dépenses qui ont été annoncées lors du budget primitif en juin 2020. Normalement, donc le compte primitif est validé donc par le conseil municipal avant le 15 avril. Mais bon, compte tenu des élections qui ont été repoussées à cause de la Covid, rappelez-vous, donc en juin 2020, on a validé donc le compte primitif, le budget primitif. Et donc ce compte administratif, on fait le point, donc au 31 décembre, ce qui s'est passé, ce qu'on avait prévu et ce qu'on a ici donc dépensé. Alors, les dépenses, donc là, on est dans le fonctionnement. Alors le fonctionnement, la section, un rappel très rapide, ce sont les dépenses et les recettes annuelles permanentes. Et vous allez voir, les dépenses, par exemple, on a les charges générales. Alors les charges générales, c'est tout ce qui est achat de fournitures, de combustible, entretien, réparation, les primes d'assurance, les frais postaux, les relations publiques, les honoraires. Donc ça représente une somme qui n'est pas négligeable. Ensuite, vous avez les charges personnelles. Bon, voilà, vous connaissez, vous avez donc les traitements des agents. Vous avez également toute la partie prévoyance et sécurité sociale. Ensuite, je vais quand même balayer assez rapidement, puisqu'on a déjà vu ça au dernier conseil municipal. Alors, je vais m'attarder un peu sur les intérêts d'emprunt. Là, on est bien sur les intérêts. Et vous verrez tout à l'heure, on parlera donc de l'emprunt tout court.
Là, on est sur l'intérêt, sur les intérêts. Tout à l'heure, ce sera sur la partie du capital. Et tout en bas, vous avez dépenses d'ordre budgétaire. Vous verrez, ça va s'annuler. Donc, avec un autre compte que vous verrez tout à l'heure en recettes d'investissement, la même somme. Donc, c'est un jeu d'écriture. Donc, pour nous, les principales choses, donc, c'est effectivement les charges générales, les charges de personnel. Alors, les autres charges de gestion courante, ce sont les indemnités et les charges des élus. Mais il n'y a pas que ça, heureusement, parce que, effectivement, j'aurais déjà changé de voiture. Mais c'est effectivement tout ce qui est versé, donc les subventions, donc les participations, par exemple, au CIVOM, les assos, le CIVOM, le CIVU, le SIAEV. Donc, c'est donc effectivement toutes ces sommes-là qui sont dans le poste autres charges de gestion courante. Ensuite, toujours dans la section fonctionnement, donc je vous rappelle, donc là c'est les recettes donc permanentes annuelles. On a donc les produits des services, je prends les sommes les plus importantes. Produits des services, c'est effectivement tout ce que les parents, les habitants de Billy-Berclos payent pour la garderie et la cantine, par exemple. Ensuite, impôts et taxes, bon là je ne vais pas vous expliquer, c'est tout. Alors il n'y a plus la taxe d'habitation, donc vous avez la taxe foncière, bâtie, non bâtie, et toutes les taxes qui sont versées par les commerçants et les industriels, les entreprises. Donc vous voyez le montant, il n'est pas négligeable. Et donc ensuite, dotation et participation, donc là c'est tout ce qu'on peut effectivement donc recevoir donc, en subvention. Recettes d'ordre budgétaire, pareil, vous verrez, vous allez retrouver donc cette somme alors je l'ai noté parce que j'avais cherché, vous allez retrouver dans la partie donc dépenses, investissement. Comme ça s'équilibre, ça fait 0. Alors, autre produit de gestion, donc c'est simplement, là, et ça a baissé. Pourquoi? Parce que ce sont les revenus des immeubles, tels que les locations des salles. Et comme en 2020, il n'y a pas eu d'animation d'activité, on a eu très peu de revenus. Donc voilà pour donc, la section de fonctionnement. Alors, ce que vous constatez, et c'est donc bien entendu le plus important, on dégage un excédent, et j'allais dire un nouvel excédent, puisque depuis plusieurs exercices, on cumule les excédents, et vous verrez que le cumul atteint donc pas loin de 15 millions d'euros, et on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait de ces excédents. Là, en l'occurrence, pour l'année 2020, il est de 1 550 000. Donc voilà pour la section fonctionnement. Ensuite, on va traiter des investissements. Donc c'est toutes les opérations qui concernent donc les modifications de la valeur des biens immobilisés. On verra tout ce que les bâtiments, tout ce qu'on est en train de faire, de réaliser, également les créances et les dettes à long et moyen terme. Alors au niveau des dépenses, donc les dépenses, donc là c'est pareil, je vais passer assez rapidement. Donc non, c'est les recettes, pardon. Alors les recettes, on a donc le FCTVA. Qui peut me traduire le sigle? Alors, c'est le fonds de compensation de la TVA. Bien, Joachim. Donc là, c'est le système de la TVA, c'est pas comme une entreprise privée. Donc c'est un coup d'après. Et là, on récupère 236 884 euros. Ensuite, vous avez les excédents de fonctionnement capitalisés. C'est ce qu'on a vu. On a vu qu'effectivement, on a une partie des excédents qu'on reprend. Donc vous les avez là. Et vous avez également là aussi une opération d'ordre budgétaire. Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait 190 000 euros qui se baladaient dans les dépenses de fonctionnement. Vous les retrouverez là en recettes d'investissement. Donc ça fait 0. Donc il n'y a pas de... au niveau chiffre, voilà. Ensuite, si on passe à la partie donc dépenses, donc là, on a donc alors les immobilisations incorporelles. Quelqu'un allait peut-être me poser la question. C'est tout ce qui est donc frais d'études, etc. Donc c'est effectivement un montant qui n'est pas très important. Par contre, les immobilisations corporelles, elles sont importantes, puisque là, on touche effectivement à nos opérations d'investissement. Et là, vous avez deux exemples. Les travaux de sécurité incendie, donc, qui ont été donc, contrôlés par notre collègue Gilles Gousmet. Et vous avez aussi, on a repris la fin des travaux du local associatif situé donc rue Jean Jaurès. Et là, on constate que la section d'investissement a donc un déficit de 452 000, et vous verrez tout à l'heure comment on fait effectivement pour rétablir ce déficit de la section d'investissement qui ne peut être que reporté, contrairement vous verrez tout à l'heure à l'excédent de fonctionnement. Donc voilà pour rapidement
le compte administratif. Est-ce que je continue sur la lancée avec, ou bien on fait un vote avant? On va faire le vote. On fait le vote. Vas-y Steve, vas-y. Quoi? Oui, donc le maire est obligé de sortir, non pas parce que on n'en veut plus comme maire, hein, mais simplement parce qu'effectivement, donc en tant que maire, il ne peut pas donc participer. D'abord, donc écouter donc et regarder, voir ce que vous votez, mais aussi vos interventions. Et donc c'est pour cette raison qu'on va donc profiter de son absence pour donc vous poser la question. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voter à l'unanimité. Merci. Donc, monsieur le maire peut revenir. Alors, l'affectation des résultats. Donc, très rapidement, donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait donc pour 2020, un excédent de fonctionnement de 1 555 000. On a des excédents aux exercices précédents. Et ce qui cumulé, ce qu'on a aujourd'hui comme résultat donc à affecter, à savoir d'excédent de fonctionnement, c'est une somme de à peu près 4 100 000. Donc c'est donc encore une preuve que le budget de la mairie est bien géré. Alors il est bien géré donc par nous les élus, mais surtout parce que si on n'avait pas donc un DGS vigilant, prudent et des chefs de service également qui sont soucieux des deniers de la population, avec les agents, on n'aurait pas effectivement donc une telle somme à affecter. Et cette somme de 4 100 000, si j'arrondis, donc on la reporte, et on la reporte en finançant donc la section investissement à hauteur de 1 248 000 donc, euros. Et ce qui fait que sur donc, la partie fonctionnement, on a un report, un solde disponible de 2 852 338. Donc voilà donc la réaffectation du résultat. Donc pour moi, donc, une très belle opération, un bel exercice, on avait dit atypique, mais même s'il est atypique, c'est un bel exercice. Merci. Pas de problème pour cette affectation donc, du résultat. Vous avez eu le détail. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. On l'a évoqué déjà dans le cadre de nos groupes de travail. Et vous avez été donc assez pertinent sur ces questions-là. Et je remercie d'ailleurs l'ensemble des services qui ont contribué, on l'a dit, à cette affectation de résultats qui est même positive et qui est saine. Il faut bien le dire comme cela. S'il n'y a pas d'autres remarques, eh bien, je vous propose de passer au taux d'imposition avec une nouveauté pour 2021, puisque vous le savez, la taxe d'habitation est progressivement supprimée pour l'ensemble des contribuables. Cette suppression est bien sûr compensée, elle est compensée par l'État, bien sûr, pour les communes, pour nous éviter une perte sèche de recettes. Alors par contre, sur le taux de votre taxe foncière, vous allez y voir un changement, puisque la perte réalisée suite à cette suppression de la taxe foncière va être compensée, si je résume grossièrement, par la taxe foncière départementale qui va être affectée à la taxe foncière communale. Ce qui veut dire que vous allez avoir apparaître un taux de 49,99% sur votre feuille d'impôt, mais en fait, ce sera repris uniquement dans la colonne commune. On aura la part départementale et communale qui sera dans la même colonne pour compenser justement cette perte, qui est compensée aujourd'hui à 100%, avec une variable d'ajustement, ce qu'on appelle le coefficient correcteur, qui permet de taper au plus juste et de ne pas subir de perte au niveau de nos recettes. Voilà comment je peux résumer cette partie un peu technique. En tout cas, pas de changement pour le contribuable. Il ne s'agit pas là d'une augmentation de notre taxe foncière. Bien sûr que non. Le taux d'imposition, ce que l'on propose au budget pour l'année 2021, pas d'augmentation des impôts. C'est l'engagement des élus maintenant depuis de nombreuses années. Ce sera encore l'engagement qui sera tenu pour l'année 2021.
Notre taux de la taxe foncière sur le bâti reste inchangé, même si je l'ai expliqué précédemment, le taux, vous le voyez, a augmenté. Et puis la taxe foncière sur le non-bâti reste également inchangée pour le contribuable. Pas de problème pour l'adoption de ces taux, qui restent donc inchangés. Pas de remarques. Eh bien, je vous remercie. Je vous propose de passer donc au budget primitif, donc qui va concerner les orientations, les projets engagés par les différentes commissions, par les élus pour l'année 2021. On l'a dit, pas d'augmentation d'impôts, pas de nouvel emprunt, une prudence et une souplesse sur nos dépenses. On a une crise sanitaire sans précédent. On a aussi un contexte, on l'a vu par rapport à nos recettes qui risquent de changer ou de diminuer suite à la déconstruction des bâtiments de la Française de Mécanique pour pouvoir accueillir le projet ACC. On a un maintien des priorités, bien sûr. On va toujours soutenir notre vie associative qui, malheureusement, dans ses pratiques, aujourd'hui, est un peu en souffrance, mais on est à leur côté. Il y a d'ailleurs un questionnaire qui est en cours, qui est réalisé par les élus pour rester en contact avec nos associations. Des priorités sur la jeunesse, on en parlera dans quelques instants, sur nos seniors. Priorité également sur la transition énergétique. On l'a vu avec les poules, le compostage dans quelques minutes, et puis le déploiement de cette maison éco-citoyenne. Et bien sûr, l'entretien et la valorisation de notre patrimoine, c'est tout l'engagement qui est pris depuis de nombreuses années pour l'entretien de nos bâtiments, de cette salle François Mitterrand par exemple, où l'on se trouve ce soir, mais aussi pour les salles associatives derrière la mairie, pour lesquelles nous allons consacrer un budget assez important. Voilà un peu pour les grands principes. Les recettes de fonctionnement, c'est un peu ce qu'Alain a évoqué concernant le compte de gestion. Hein. On a fait un petit peu prévu l'enveloppe globale pour ce budget 2021, avec, vous le voyez, des atténuations de charges, des produits, des services, des impôts et taxes qui seront sensiblement les mêmes, dotation et participation, les produits de gestion courante, produits exceptionnels. Je ne rentre pas dans le détail, je vais plutôt vous parler ensuite des recettes d'investissement. C'est la même chose, on a parlé du FCTVA tout à l'heure. On va aussi avoir quelques subventions concernant nos projets. On va avoir de la taxe d'aménagement. On a aussi des ventes immobilières qui sont prévues dans notre budget. On le verra dans quelques instants. C'est la vente d'un terrain, notamment dans la rue Langevin, c'est le bâtiment, mais il y a aussi une vente de terrain qui sera prévue au chemin du halage. Donc on prévoit une enveloppe de 137 000 €. Les amortissements, l'affectation du résultat et les opérations patrimoniales. Voilà un petit peu pour les grandes lignes. Il y a bien évidemment dans un budget des dépenses de fonctionnement. Bien sûr, il faut payer notre personnel communal. On a aussi des charges consacrées à l'énergie, bien évidemment, l'électricité, l'eau, l'entretien de nos bâtiments, les atténuations de produits. On a des charges financières consacrées notamment aux emprunts, aux intérêts des emprunts, à hauteur de 450 000 € et des charges exceptionnelles à hauteur de 23 000 € qui concernent notamment les bourses communales. Voilà pour être dans la précision. Des dépenses d'investissement avec des immobilisations incorporelles, vous les avez sous les yeux, des immobilisations corporelles, des opérations d'équipement qui sont aussi très importantes, et puis le capital des emprunts à hauteur de 805 000 €. Et vous avez en dessous les principaux projets qui vont dessiner notre budget 2021. On l'a rappelé, c'est la réhabilitation des salles derrière la mairie, avec une enveloppe dédiée de 400 000 €. L'aménagement, on en parlait en introduction, de la rue du Lieutenant Follier à hauteur de 40 000 €. L'aménagement du CMS qui va accueillir un pôle jeunesse et sport d'ici quelques mois à hauteur donc de 90 000 €. Et puis une étude, et ça c'est tout à fait récent, suite à l'annonce d'une ouverture de classe à l'école maternelle. On n'attend pas que le temps passe et on ne regarde pas en attendant ce qui se passe. On va étudier déjà la rénovation et l'agrandissement de notre école maternelle. Et pour ça, il faut débourser un budget pour l'étude à hauteur de 35 000 € pour envisager un beau projet pour cette école maternelle
qui est en somme la dernière école qui n'a pas encore été rénovée, après l'école Jean Jaurès, après l'école Jérémy Poteau. Voilà, pas de problème ni de remarques par rapport à ce budget primitif, encore une fois étudié de près par la majorité et souvent rappelé notamment lors du ROB, le rapport d'orientation budgétaire que nous avons évoqué en février dernier. Pas de problème? Eh bien, je vous remercie. On va passer à la question suivante concernant la subvention attribuée au CCAS. Et c'est Didier Gruchala qui nous en parle. Donc, le Centre communal d'action sociale mène chaque année des actions auprès des familles rencontrant des besoins d'accompagnement sociaux. Dans le cadre de l'élaboration du budget, le versement d'une subvention de 45 000 € au CCAS est prévu. Le conseil municipal est invité à autoriser le versement de cette subvention de 45 000 € au CCAS pour son exercice 2021. Donc cette subvention au CCAS, je rappelle, qui n'a pas en fait diminué, ce sont des ajustements. On a un CCAS qui a pu faire notamment des recettes par le produit de vente de terrains très anciens dans le cadre de sa commission CCAS, qui est entièrement une instance indépendante. Et donc on ajuste et on verse une subvention, propose en tout cas au conseil de verser une subvention de 45 000 € pour que le CCAS puisse bien fonctionner. Pas de problème ? Eh bien, je vous remercie. On passe encore à une demande de subvention et je vais laisser Dorothée Moyard nous en parler. Il est proposé... Ça ne marche pas? Si, c'est bon. C'est bon? Ah, c'est bon là. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer la subvention à un autre regard de 400 €. Pas de problème pour cette demande de subvention. Donc, association à notre regard, pilotée par Dominique Charlet, qui combat toute forme de discrimination en faveur notamment des personnes en situation de handicap. Et je lisais juste à l'instant le titre de cette belle association. À notre regard, la différence est une force. Eh bien, je crois qu'on ne le dira jamais assez dans les temps que nous pouvons vivre. Pas de problème pour cette demande de subvention. Eh bien, je vous en remercie. On va parler maintenant de la jeunesse avec la suppression de la régie colonie CAJ. Et c'est Séverine Rogez qui nous en parle. Oui, donc par délibération en date du 4 décembre 2006, le conseil municipal avait décidé de la création d'une régie CAJ de Billy-Berclos, permettant l'encaissement des participations des familles pour les colonies de vacances organisées par le CAJ. En raison de nombreux changements à intervenir dans le fonctionnement de cette régie, le conseil municipal est invité à se prononcer sur la clôture de cette régie à compter du 1er avril 2021. Donc, pour expliquer brièvement, à l'origine, on a une régie qui encaisse donc les participations des familles pour les élémentaires, donc colonies de neige primaire et les classes transplantées. Et on avait une régie aussi CAJ pour nos colonies pour les ados et puis les séjours été. Donc c'est juste pour remanier un petit peu le système et puis avoir une simplification. Donc tout est réuni dans une même CAJ, donc gérée par le service jeunesse. Eh bien merci Séverine. Pas de remarques particulières. Je pense que tout était clair dans la présentation. Je vous remercie. On va changer complètement de sujet puisqu'on va parler de modification de tarifs des concessions funéraires à Billy-Berclos. Et je vais laisser notre conseiller délégué, Jean-Luc Boulet, vous expliquer cela. Oui, voilà. Donc en effet, les tarifs des concessions n'ont pas été revus depuis 5 ans, voire plus pour certaines lignes. Vous pouvez voir ici, je ne vais pas toutes les énumérer. Donc pour se mettre à niveau au niveau des tarifs, parce qu'on n'a pas le droit de vendre à perte non plus, on n'a pas le droit de gagner d'argent, mais on doit être juste où il faut bien. Donc les tarifs ont été augmentés selon le tableau, vous voyez ici. Ça fait environ 10% d'augmentation.
par la suite, les concessions, les augmentations seront suivies plus souvent. On n'attendra pas 5 ans. Voilà. Il n'y a que juste la dernière, la plaque Jardin du Souvenir, qui a une augmentation un peu plus importante parce que les tarifs ont augmenté fortement sur le matériel. Voilà. Pas de problème pour l'adoption donc de ces tarifs qui viennent en fait s'ajuster par rapport au prix des communes moyennes et de même strate. Eh bien, je vous remercie. On va passer à la question suivante et on parlait d'une garantie d'emprunt concernant donc la ZAC Pasteur. Je vais laisser Didier Ruchala nous en parler. Oui, donc dans le cadre de l'opération de construction de logements à la ZAC Pasteur Ouest, Territoire 62 a programmé rue Marguerite-Yourcenar la construction de 6 logements en accession sociale dont la construction et la gestion a été confiée au bailleur Maison et Cité. Cette dernière sollicite la commune pour le cautionnement du prêt consenti par la Caisse d'épargne Hauts-de-France d'un montant de 840 306 € à hauteur de 100%. Le conseil municipal est invité à s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de prêt. Donc, question assez classique concernant le logement en accession sociale. On a déjà vu passer ces questions-là. Pas de souci particulier. Eh bien, je vous remercie. On va évoquer une fois de plus des concessions au cimetière, mais cette fois-ci à Billy, côté Billy, à l'entrée en tout cas du village. Et c'est Jean-Luc qui nous en parle. Oui, ben justement, le cimetière de Billy a de moins en moins de place, voire presque plus. Donc il y a des concessions qui sont à l'abandon. Donc la commune engage des procédures quand c'est comme ça, c'est très long, ça dure 3 ans. Là, on a identifié environ 13 ou 14 tombes dont la procédure a démarré. Donc ces tombes seront supprimées. Et bien sûr, les restants des os partiront dans l'ossuaire du cimetière de Berclos. Et voilà, donc c'est une procédure en cours qu'on n'a pas fait parce qu'avant il y avait de la place, on ne faisait pas trop attention, mais là maintenant qu'on manque de place, il va falloir qu'on suive ça régulièrement et puis on gagnera de la place. Voilà. Il y a des questions. Aurélie Wallet, une question? Aurélie. Vas-y Aurélie, je t'en prie. Ouais. Donc concernant le cimetière de Billy, dans le précédent mandat, en fait, il était question de justement de racheter ces concessions qui étaient face au mur pour éventuellement pouvoir refaire un trajet de ce grand virage et d'y mettre des places de parking. En fait, le projet avait été évoqué, effectivement, mais on a consulté le département qui n'est pas du tout d'accord pour mettre un parking là, vu le virage à l'équerre à 90 degrés. Là. C'est très, très dangereux. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, en supprimant les tombes, on pourra peut-être faire des petites tombes, des cavernes, pour gagner de la place. Et voilà quoi. Et le truc est long. Par contre, le mur sur entonnement sera refait au propre, parce que là, c'est pas très joli. Quand il y a les fleurs, si. Ouais, mais le revêtement du mur sera refait. Ok. Voilà. Merci. Merci Aurélie. Pas d'autres demandes de précision concernant donc ces reprises de concession. Procédure très longue, hein, très 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 complexe, mais qui arrive cette fois-ci à son terme et on va pouvoir donc récupérer un certain nombre de places. Pas de problème? Jean-Luc? Oui. Je vais d'ailleurs ajouter que on fera les mêmes opérations au cimetière de Berclos, hein, parce qu'il y a des tombes aussi à l'abandon. Ça suit son cours. Très bien. Merci beaucoup. On va passer donc à la question suivante.
évoqué tout à l'heure lors du budget primitif. Il s'agit de la vente d'un immeuble donc aux 2 rue Paul Langevin. Je vais laisser donc Gilles Gousmet vous expliquer le sens de cette délibération. Ouais, donc la commune est propriétaire d'un immeuble situé 2 rue Langevin et repris au cadastre sous les références AD 153 pour une surface de 101 mètres carrés. Depuis plusieurs années, la commune cherche à revendre ce bien. Une offre d'achat a été proposée par Madame Ove Amandine, 1 bis rue Ginoval 280 à Année-sous-Lens, pour un montant de 12 000 €. Ce prix, conforme à l'estimation des domaines, un compromis de vente a été signé le 26/02/2021. Pour information, cet immeuble est totalement en ruine, de plus situé dans une voyette, comme on dit à Billy-Berclos, donc impossible d'y accéder en voiture. La commune n'avait plus aucun intérêt à garder cet immeuble. Donc le conseil municipal est invité à décider de la vente de l'immeuble 2 rue Paul Langevin, moyennant le prix de 12 000 €. Autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette cession. Oui, alors la photo, vous voyez, non contractuelle, je rassure la personne qui habite la maison qui est sur la gauche de la photo. On ne va pas vendre sa maison pour 12 000 €. En fait, vous allez directement dans la voyette, la petite ruelle là, qui est au centre, et la maison, l'immeuble se trouve sur la droite. Donc c'est un ancien baraquement, vraiment très très vétuste. Il convient bien évidemment de s'en séparer parce que on n'a pas vocation à entretenir ce type de maison, qui à la base, je rappelle, est une maison. Voilà, je voulais rassurer les propriétaires des maisons qui sont sur cette photographie. Il nous manquait juste la petite flèche. On a failli vous le demander. Pas de problème pour cette question? Eh bien, je vous remercie. On va passer maintenant à la culture, avec la proposition donc de création de commission. Et c'est Dorothée qui nous en parle. Par la délibération en date du 8 juin 2020, le conseil municipal avait proposé à la constitution de commissions municipales. Une commission dénommée Fêtes, Cérémonies, Vie associative, Culture avait été constituée et ses membres avaient été désignés. Après s'être réunis plusieurs fois, il est apparu que les affaires reportées à l'étude de cette commission étaient importantes. Afin de permettre un meilleur fonctionnement de la commission, il est proposé de créer une nouvelle commission qui sera chargée de l'étude des questions relevant du domaine de la culture et d'en nommer les membres. La commission actuelle recentrera ses études sur le domaine des fêtes, cérémonies et vie associative. Il est proposé au conseil municipal d'élire messieurs et mesdames Nathalie Carellus, Caroline Rousseau, Jocelyne Minuti, Florence Lemâtre, Sylvain Bocquet, Anne-Sophie Etourneau, excusez-moi, Christian Verdestarpen et Rémi Keva, membres de la commission culture. Alors j'explique un petit peu. En fait, à l'heure actuelle, on avait, comme c'est précisé quand même, les membres de la vie associative et culture qui étaient réunis. On s'est réunis plusieurs fois et malheureusement, on travaillait avec les deux chefs de service en même temps. Donc on a demandé à ce qu'il y ait vraiment une commission culture où on puisse vraiment mieux travailler. Donc voilà. Et vous aurez rectifié Caroline Roussel, qui se demandait ce qui s'était passé entre-temps. Bien, en tout cas, merci Dorothée pour ces précisions. Effectivement, une commission culture qui a toute sa raison d'exister et qui bénéficie d'une infrastructure de qualité reconnue, bibliothèque, ludothèque, lieu d'animation et de culture. Et la commission a vocation à travailler sur les projets de cette infrastructure. Voilà. Pas de problème pour cette création de commission. Vous aviez été associé auparavant. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas d'inconvénient. Je vous remercie. On reste à la ludothèque et on va parler de fonds publics et du territoire. Donc, avec Séverine.
Oui, donc les fonds publics et territoires. L'appel à projet intitulé Fonds publics et territoires a pour vocation de contribuer aux besoins spécifiques des familles et des territoires. À ce titre, la ludothèque peut bénéficier, dans le cadre de son projet de fonctionnement, un accompagnement financier de la Caisse d'allocation familiale au titre des fonds publics et territoires. Donc le conseil municipal est donc invité à autoriser monsieur le maire à solliciter la subvention correspondante. Donc cet appel à projet permet de développer des solutions dites sur mesure pour répondre à certains enjeux, notamment l'accompagnement de la structuration. L'axe d'intervention concernant la ludothèque se base sur l'engagement et la participation des enfants et de nos jeunes, donc que ce soit du scolaire ou du public. Donc, pour information, donc la CAF peut participer à cet appel à projet. Et l'année dernière, en N-1, donc la subvention s'est quand même élevée à 12 231 €. Donc, c'est pas négligeable, d'où cet appel à projet. Pas de problème pour que nous puissions bien demander cette subvention pour la ludothèque. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Eh bien, je vous en remercie. On va parler d'ouverture et recrutement pour les accueils de loisirs. Et c'est Marilyn qui nous en parle. Oui, comme chaque année, notre municipalité organise des centres d'accueil en juillet et en août. Il est donc proposé au conseil municipal de décider de l'ouverture des accueils de loisirs et du CAJ durant les mois de juillet et août et de procéder au recrutement des postes de directeur, directeur adjoint et animateur. Alors, cette année, il y a un petit changement, c'est que l'école maternelle, d'habitude, accueillait les tout petits, mais comme il y aura la construction d'une 7e classe, ils se retrouveront au dojo. Donc, pour l'école maternelle, pour le centre maternel, pardon, il y aura donc 10 animateurs de recrutés. Pour le mois d'août, il y aura 8 animateurs. Alors, il n'y a pas de directeur ni de directeur adjoint parce qu'ils sont recrutés directement avec notre personnel. En centre école Jérémy Poteau, il y a donc un directeur adjoint, un directeur et 20 animateurs pour le mois de juillet. Pour le mois d'août, il y a donc un directeur adjoint et 14 animateurs. Et pour le CAJ, il y a 4 animateurs. Pareil, le directeur fait partie du personnel. Donc pas de centre de loisirs, je reprécise la question, pas de centre de loisirs à l'école maternelle parce qu'effectivement, il y a une forme de rénovation, de réhabilitation pour pouvoir accueillir dans les locaux existants la 7e classe qui est existante, qui aujourd'hui est plutôt un lieu polyvalent. Donc il faut réaménager avec le mobilier, etc. Donc il convient de ne pas faire d'animation de centre de loisirs cet été à l'école maternelle. Y a-t-il des questions par rapport au recrutement? Jocelyne Menuti, oui. Alors bonsoir. Pourquoi des directions et des directions adjointes pour les accueils de loisirs? Marilyn. Directeur, bon, c'est obligatoire, bien sûr, il faut un chef, hein, forcément. Et directeur adjoint, c'est obligatoire à partir du moment qu'il y a 100 enfants inscrits. C'est une obligation. Voilà. Mais il convient de le préciser, c'est important. Marilyn qui connaît le sujet puisqu'elle a longtemps été directrice de centre de loisirs. Et puis voilà, il convient de rappeler la législation qui est en vigueur. D'autres choses à ajouter? Séverine Rogez? Oui, je veux juste ajouter, oui, un directeur et un directeur adjoint, c'est aussi par rapport au fonctionnement des centres de loisirs, hein, pour un certain confort, notamment donc les visites sur les différents sites, hein, parce que vous savez que forcément nos enfants ne restent pas sur les centres, hein, ils vont notamment sur la base nautique. Donc quand il y a un directeur qui est sur site et quand les directeurs adjoints peuvent se déplacer pour aller voir nos enfants. Donc ils peuvent aussi donc gérer tout ce qui est imprévu, hein, la canicule, et puis forcément actuellement on est en crise sanitaire, donc deux directions c'est vraiment pas trop. Il peut aussi être proche de nos animateurs et surtout des stagiaires. Et puis surtout c'est une volonté municipale pour le confort de nos enfants. Merci. Très bien, pas d'autres demandes d'intervention? Eh bien, je vous remercie. On va parler maintenant de la rémunération des animateurs. Avec qui propose cette question?
Séverine. Bien, donc rémunération des animateurs. Par délibération du 7 février 2019, le conseil municipal avait déterminé les rémunérations des animateurs des centres de loisirs de la façon suivante. Un animateur stagiaire indice brut 348 et donc un animateur diplômé indice brut 350. Suite à la dernière évaluation du SMIC, les salaires versés à ceux-ci sont inférieurs à cette rémunération et une indemnité compensatrice leur est donc versée pour maintenir le salaire minimum. Donc il est proposé au conseil municipal de réactualiser cette rémunération versée aux animateurs des centres de loisirs selon les indices suivants: animateur stagiaire indice brut 354 et animateur diplômé indice brut 356. Donc il s'agit juste d'une réactualisation de la rémunération donc versée à ces animateurs afin de maintenir le salaire minimum dit SMIC qui a été revalorisé donc au 1er janvier 2021 à hauteur de 0,99%. Pas de demande d'intervention suite à la rémunération de nos animateurs, avec cette volonté bien, de donner, j'allais dire, un salaire digne de ce nom à nos jeunes, qui souvent sont étudiants, qui souvent passent le permis de conduire, qui doivent aussi envisager l'achat d'un véhicule. Donc c'est une volonté municipale depuis de nombreuses années et que l'on va bien sûr pérenniser en 2021. Pas de problème? Aurélie, une remarque? Je t'en prie. À mettre à l'honneur en fait la mairie, toi Steve, parce que les rémunérations des animateurs d'accueil de loisirs ne sont pas du tout à l'équivalence sur des communes qui sont à proximité. Donc je pense que c'est bien de mettre à l'honneur des choses qui sont valorisées par la commune pour aider nos jeunes en fait. À aujourd'hui, comme tu dis, en plus avec la crise sanitaire que l'on connaît, c'est très compliqué pour eux. Et donc merci. Merci à la commune d'avoir assisté, d'assister autant. Moi, j'en ai fait partie il y a bien longtemps maintenant et on était déjà bien valorisés également. Donc, merci pour la continuité. Eh bien, merci à l'ensemble des élus, la commission jeunesse qui table sur ces sujets-là. Et puis, comme tu l'as dit, on est nombreux autour de la table à avoir fait animer ces centres de loisirs qui nous ont permis eh bien, d'avoir une vie étudiante digne de ce nom, c'est clair. Et puis, je pense que la question suivante, s'il n'y a pas de problème par rapport à ces rémunérations, concerne également les centres de loisirs. Vous voyez, on fait la transition avec des renforts temporaires. Alors, ça concerne surtout la jeunesse et je vais laisser Grégory Boulaire nous en parler. Alors, la loi nous permet de recruter des agents non titulaires pour renforcer temporairement les services municipaux pour faire face à un besoin d'accroissement d'activité. Alors il est proposé au conseil municipal de recruter à raison de 20 heures par semaine au service événementiel 2 personnes du 31 mai au 11 juin, au service propreté urbaine 2 personnes du 17 mai au 28 mai et également 2 personnes du 14 juin au 25 juin 2021. Un renfort également d'activité des services si besoin jusqu'à 20 personnes, enfin 20 postes à raison de 20 heures également par semaine. En juillet, alors du 5 juillet au 16 juillet, du 19 juillet au 30 juillet, du 2 août au 13 août et du 16 août au 28 août. Et également au mois de septembre, du 13 septembre au 25 septembre. C'est essentiellement lié à la pause méridienne et au job pour ma ville. Je pense que ça peut bien évidemment intéresser nos jeunes. L'opération, comme l'a dit Grégory, un job pour ma ville qui connaît un grand succès. Alors aujourd'hui, peut-être là, expliquer à ceux qui nous regardent la démarche pour un jeune aujourd'hui pour s'inscrire. Où est-ce que ça se passe? Comment peut-on postuler? À quel moment? Peut-être des précisions en lien avec Séverine, très bien. Oui, donc avant, on appelait ça opération jeune et donc c'est devenu job pour ma ville. Donc ça englobe donc nos petits jeunes à partir de 16 ans. Hein, donc ça c'est tout nouveau, c'est depuis cette année. Et puis on a aussi les plus de 18 qu'on appelait donc opération jeune. Donc il suffit de remplir un petit formulaire donc qui est au service jeunesse, précisant notamment les besoins des services, parce qu'actuellement avec la crise sanitaire,
forcément les besoins sont un petit peu moindres, mais on essaie quand même de donner à nos jeunes la possibilité de travailler pour la municipalité. Et donc, ils vont retirer un petit formulaire et puis après, forcément, il y a une sélection. Forcément, les dossiers, on en a plus qu'on en a besoin, hein, c'est comme tout. Donc, on fait une sélection et puis ceux qui ne sont pas pris, on essaie de les reprendre sur la session prochaine. Voilà. Eh bien, merci. N'hésitez pas. Les services se tiennent donc à votre disposition pour vous renseigner sur ce dispositif, un job pour ma ville. Pas de problème pour cette question ? Eh bien, je vous en remercie. On va passer à la question suivante qui concerne la modification du tableau des effectifs. Concerne donc essentiellement les ressources humaines et je vais laisser Didier Ruchala nous en parler. Donc, suite à des évolutions de carrière, il y aura une mise à jour des tableaux des effectifs à effectuer. Il est proposé au conseil municipal de procéder à la suppression des emplois suivants. Donc un poste d'animateur principal de première classe à temps complet, un poste d'adjoint d'animation principal de première classe à temps complet, un adjoint du patrimoine principal de première classe à temps complet, un assistant d'enseignement artistique principal de première classe à temps complet et un poste d'adjoint technique à temps partiel 28 heures semaine. Tout ça conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 84 où chaque emploi de chaque collectivité ou établissement créé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Oui, donc il ne s'agit pas bien évidemment de licenciement du personnel communal, vous l'aurez compris. Comme indiqué sur la diapo, c'est suite à des évolutions de carrière. Quand un agent n'est plus dans un poste, eh bien on supprime ce poste, on l'ouvre auparavant et ensuite on doit en supprimer celui qui est caduc. Voilà, tout simplement, ce sont des ajustements classiques au niveau du tableau de nos effectifs. Pas de problème pour ces questions-là. Eh bien, je vous remercie. On va passer maintenant au compostage. Et je vais laisser Alain nous en parler. Oui, donc je ne vais pas revenir sur ce que Tanguy avait présenté la dernière fois, donc sur l'intervention de la Cabalère et de la commune pour l'achat d'un composteur, toujours avec le souci de réduire les déchets. Simplement, la Cabalère, donc l'agglomération, nous a demandé de délibérer sur une convention très simple qui relie la Cabalère à la commune sur la mise à disposition de composteurs avec un bioseau pour donc les sommes qui ont été données par Tanguy, à savoir pour un composteur de 345 litres 17 € et un composteur de 800 litres 30 €. Et bien entendu, nous ensuite, on reversera aux habitants qui ont fait la réservation, les montants prévus, à savoir le composteur de 345 litres coûtera pour l'habitant 7 € et le composteur de 800 litres 10 €. Donc à ce jour, l'opération est une réussite puisqu'on a plus de 100 composteurs, environ 120 qui ont été commandés par la population et qui viennent s'ajouter aux 278 composteurs qui avaient déjà été commandés depuis 2007, puisque la première opération date et remonte à 2007. Donc voilà, si vous voulez bien voter cette convention. Merci. Oui, tu fais bien de préciser que c'est une démarche qu'il convenait de renouveler, de réactualiser en 2021, près de 14 ans après les premières initiatives. Voilà. Et je salue d'ailleurs Tanguy Leroux qui est membre de la commission transition énergétique qui a mené aussi ce dossier en lien avec Alain Queva de A à Z, que l'on excuse donc ce soir. Il est en activité professionnelle. Pas de problème pour cette convention en lien avec l'agglo. Eh bien, je vous en remercie. On va passer donc à la dernière question qui concerne le compte-rendu des décisions du maire et je laisse Alain Queva en sa qualité de premier adjoint vous expliquer cette question.
Merci. Donc rapidement, donc le maire donc a tout pouvoir donc pour prendre des décisions au quotidien, et on lui a donné donc ce pouvoir lors de la première réunion du conseil municipal. Alors rapidement, des adhésions et des nouvelles conventions. Alors les adhésions au label Ville et Village Fleuris pour un montant de 225 € annuels. L'Association des maires de France du Pas-de-Calais pour un montant de 1067 €, j'arrondis. Une adhésion renouvelée pour les communes minières de France pour un montant de 699 €. Et enfin, ça par contre c'est nouveau, c'est une convention qui avait été signée avec la Ligue de l'enseignement de Normandie pour le séjour classe découverte pour les 48 élèves des deux écoles pour un montant de 13 994 €. Mais malheureusement, donc avec la crise sanitaire, cette classe découverte a été annulée. C'est bien ça, Séverine? Ensuite, à Billy-Berclos, on ne perd rien, puisqu'on a revendu à la mairie de Vermelles 12 praticables pour la somme de 2400 €. Ensuite, on a également fait l'achat d'un véhicule électrique qui va rien coûter, donc à moins que je dise des bêtises, monsieur le DGS, qui va rien coûter à la mairie. Donc un véhicule électrique, c'est un donc Renault Kangoo, par le biais d'une location donc longue durée sur 4 ans. C'est une société, c'est donc la société Collective France Collectivité Invest, qui est une filiale de Infocom France, qui donc fait l'acquisition du véhicule par le biais de publicités qui sont apposées sur le véhicule. Et nous, la commune va récupérer ce véhicule sur 4 ans, et ce qui est intéressant, sans limitation de kilométrage. Tout à l'heure, on a parlé donc des salles associatives situées derrière la mairie. On commence effectivement à dépenser, c'est normal, puisqu'il faut acheter par exemple les menuiseries, et les menuiseries nous coûtent 64 228 €, après bien entendu un appel d'offres. Concernant les repas portés à domicile, on l'avait évoqué que la restauration scolaire, par le biais de la commission jeunesse et restauration scolaire, a contracté une nouvelle convention, une convention avec API suite à un appel d'offres. Et donc API se charge de livrer les repas à domicile. On l'avait déjà vu. Simplement là, on a des prix, des sommes à vous donner, et c'est pas négligeable quand on voit que le coût du repas livré coûte 8,96 € TTC. La commune prend en charge 4,65 €. Ça veut dire que l'habitant, donc personne âgée ou personne vulnérable, paye son repas livré 4,31 €. Toujours restaurant scolaire, donc là, des repas, c'est la gestion du gaspillage, car effectivement, on essaye, par le biais de la commission restauration scolaire, avec la complicité du personnel, des agents, d'apprendre les enfants à mieux gérer le gaspillage. On avait une table de tri dans la partie restauration, mais compte tenu du contexte sanitaire, on a dû placer des enfants dans la partie ici, juste derrière nous, de la salle Mitterrand. Il n'y avait pas de table de tri. Donc on a fait on a contracté avec API pour la somme de 121 € TTC. Et enfin, tout à l'heure on parlait du cimetière. On a délivré une convention trentenaire d'une cavurne au cimetière de Berclos pour la somme de 158 €. Donc voilà les décisions qui ont été prises par monsieur le maire. Merci. Merci Alain. Donc pas de vote pour ces questions-là. Il s'agit d'un compte-rendu que vous avez dans vos pièces annexes. Pas d'autres demandes d'intervention. Je vous remercie. Je vais donc clôturer cette séance du conseil municipal du 29 mars, mais je voulais évoquer avec vous quelques questions de nos amis de Facebook qui ont été posées. Je propose de toutes les balayer. Il y en a quelques-unes. On a deux personnes essentiellement qui ont posé ces questions. Monsieur Xavier Leclerc, c'est bien ça, et monsieur Jonathan Dallène. Alors, monsieur Leclerc qui nous demande s'il peut avoir un plan des travaux concernant la rue Follier sous réserve, et je lui réponds que sous réserve de la validation bien du département. Effectivement, ces plans seront disponibles, comme à chaque fois, en mairie. Monsieur Dallène, concernant la crise Covid, sur Billy-Berclos, souhaite connaître le nombre de personnes hospitalisées. Je rappellerai simplement que ces chiffres sont communiqués par l'ARS, l'Agence régionale de la santé, qu'on trouve un certain nombre de chiffres concernant Billy-Berclos, notamment le nombre de cas qui peuvent varier de 250 à 500 pour 100 000 habitants sur la commune de Billy-Berclos, et plus largement, vous le savez, vous l'entendez dans les médias,
pour le territoire et pour la région. Donc ce sont des chiffres qui ne sont bien évidemment pas bons, auxquels il faut prêter une attention particulière, mais vous avez ces informations-là. L'éclairage public, concernant l'éclairage public, est-ce que l'argent économisé peut servir à investir dans un système crépusculaire? Ça a été rappelé plusieurs fois, bien évidemment, que les économies engendrées par cette extinction, dont on fera le bilan ensemble, serviront, comme on le fait déjà, à rénover notre parc d'éclairage. Il est déjà rénové très régulièrement en LED, vous le voyez sur notre réseau d'éclairage public, et on va continuer, bien évidemment, dans ce sens-là. On me demande, Monsieur Leclerc nous demande, enfin c'est plutôt une affirmation, donc la bourse communale fondue comme neige au soleil, je ne me souviens pas que nous ayons pris un vote particulier ici pour diminuer le montant des bourses communales, donc les comptes rendus sont disponibles sur le site, je n'ai pas eu cette information-là en tous les cas. Le projet initial du cimetière, donc toujours la même personne, qui est un projet qui date d'il y a 10 ans, qu'il était fait pour agrandir. Donc le virage, on a répondu à cette question lors de nos échanges. Ce qui était vrai il y a 10 ans, ce n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Il y a des études qui ont été menées là-dessus avec le département. Et donc, la nouvelle mandature s'est penchée là-dessus. Et il convient de ne pas ajouter une zone accidentogène dans notre commune. Voilà pour ces questions. Je pense avoir fait le tour des questions qui ont été posées. Donc vous voyez, en toute transparence et sans suppression de questions, on vous transmet donc ces réponses. Merci en tout cas, mes chers collègues, pour vos éclairages là-dessus, c'est le cas de le dire. Et puis merci surtout à la technique qui a été vraiment au top. Je les remercie parce que ce sont des gens qui font partie de nos services. Il n'y a pas de société extérieure à la commune. Ils ont travaillé là-dessus vraiment avec beaucoup de vigueur. Et merci à vous de nous avoir suivis via les réseaux. Et puis je pense qu'on renouvellera cette opération lors du prochain conseil. Je me tourne vers Alain, notre adjoint à la com. Pas de souci, on y va comme ça. Merci à vous, bonne soirée, soyez prudents, prenez soin de vous. Merci, au revoir.